Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Faire cesser les violences entre mineurs, trop, c'est trop. Pour le gouvernement qui va statuer sur des mesures concrètes afin d'enrayer la délinquance et éviter les drames entre adolescents qu'on a connus ces dernières semaines. Ce sera la question du jour avec nos invités dans quelques instants. Expliquer les fameux rapports du GIEC aux jeunes et réussir à leur faire comprendre leur importance, c'est la mission sous forme de bande dessinée à laquelle se sont attelés nos invités. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Loïc Landreau vous fera part d'une nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui a pour but de protéger les mineurs. Mais tout de suite, on retrouve l'actualité en bref avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette décision radicale de Nicole Belloubet qui a démis de ses fonctions un membre du Conseil des sages de la laïcité. C'était le 15 avril, mais l'information n'a été officialisée que ce lundi. La ministre de l'Éducation nationale a décidé de retirer son mandat de membre à Alain Policard, qui siégeait au Conseil depuis un an. Politologue, sociologue, il avait affirmé dans une interview sur RFI le 5 avril dernier que le port du voile pouvait être considéré comme, je le cite, un vecteur d'émancipation pour les jeunes filles par rapport à leur milieu et qu'il devait donc être analysé au cas par cas. Et ce sont des propos qui ne sont donc pas du tout passés auprès de Nicole Belloubet qui a rappelé aux membres de ce conseil que la loi du 15 mars 2004 constituait un socle indéboulonnable de notre école. On en vient à ce témoignage de l'ancien footballeur Johan Lemaire, victime d'insultes homophobes à l'occasion d'une intervention dans un lycée. Bien qu'amateur à l'époque, il fut le premier footballeur à révéler publiquement son homosexualité. Dans un article publié dans le journal Le Monde, c'était en 2004. Depuis, il intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour évoquer toutes ces questions. Ce matin, il était sur RTL pour raconter ce qu'il a vécu il y a quelques jours. Voilà, je leur pose des questions basiques. C'est quoi l'homophobie? C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi une discrimination? Puis là, le ton est monté. Alors, beaucoup sur les religions. Systématiquement, maintenant, on revient sur les religions. On vous explique que c'est interdit, que c'est pas quelque chose de naturel, c'est contre nature. C'est interdit, vraiment. Ils insistent sur le mot interdit. Vous dites les religions, Johan Lemaire. Oui. Les religions, parce que quelles qu'elles soient, il suffit que là, en l'occurrence, c'était beaucoup sur la Bible. On m'a expliqué que la Bible, c'était Adam et Ève, un homme, une femme. Dieu avait interdit l'homosexualité parce que c'était un péché, donc avec beaucoup d'agressivité. Direction Antibes maintenant, où un adolescent de 16 ans a été arrêté ce lundi. Il projetait une tuerie de masse dans un lycée de la ville. Selon les informations révélées par CNews, il avait confié son objectif à son pédopsychiatre qui a décidé de prévenir les autorités. L'adolescent souffre de troubles mentaux. Il était tout juste sorti d'hôpital psychiatrique lundi lorsqu'il a été interpellé. Et puis lorsque les policiers ont perquisitionné son domicile, ils ont trouvé des armes blanches, un gilet pare-balles et des dessins de croix gammées sur les murs. Toujours selon CNews, le jeune homme a affirmé être fasciné par les tueries de masse au moment de sa garde à vue. Il a été présenté à un juge hier et seule une expertise psychiatrique pourra déterminer les suites qui seront données à cette affaire. Violence chez les mineurs toujours avec cette autre adolescent de 16 ans qui voulait mourir en martyr pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il a été arrêté au domicile de ses parents en Haute-Savoie hier. Il était suivi depuis plusieurs mois pour radicalisation et il a publié plusieurs messages sur Telegram annonçant vouloir fabriquer une ceinture explosive pour commettre un attentat suicide à La Défense, qui est le quartier d'affaires de Paris. Au cours de la perquisition du domicile de ses parents, une déclaration d'allégeance à l'État islamique a été découverte, à savoir que les magistrats antiterroristes s'inquiètent ouvertement de l'apparition croissante d'adolescents dans les projets d'action violente ces derniers mois. Violence encore et toujours, du nouveau dans l'affaire Samara à Montpellier. 2 autres mineurs ont été mis en examen. Samara, vous le savez, c'est cette adolescente de 13 ans, rouée de coups à la sortie de son collège le 2 avril dernier sur fond de conflits sur les réseaux sociaux. La jeune femme a repris les cours, mais depuis son domicile, elle ne reviendra pas dans son collège avant la rentrée de septembre. Et selon son avocat, elle est évidemment très marquée par son agression. Au début de l'enquête, ce sont 3 mineurs, ceux qui ont porté la majorité des coups, qui avaient été mis en examen. Et depuis hier, donc, 2 autres adolescents ont été arrêtés et entendus par la police. Le rectorat de Montpellier a précisé à nos confrères de France Bleu Héros que des mesures conservatoires ont immédiatement été prises par la rectrice à l'encontre des 2 nouveaux élèves mis en cause. L'accès à leur collège leur est interdit dans l'attente de la convocation imminente en conseil de discipline. Et toujours selon France Bleu Héros, Samara sera entendue par un juge avant l'été.
Hier, Loïc, vous nous parliez de TikTok, qui est dans le collimateur de la Commission européenne. Eh bien, la plateforme a décidé elle-même de suspendre l'un des services qui faisait polémique. TikTok Lite a été lancé début mars en Europe. C'est une version optimisée pour les adolescents. Et parmi ses fonctionnalités, il y a un système de récompense. Plus les jeunes regardent de vidéos, plus ils gagnent des pièces virtuelles qu'ils peuvent ensuite convertir en chèques cadeaux. Et c'est ça qui posait problème, puisque ça renforce évidemment l'addiction des mineurs à une plateforme qui est déjà fustigée pour son algorithme qui rend accro. Mais effectivement, la plateforme a annoncé hier suspendre ce système de récompense en Europe. TikTok cherche toujours à travailler de manière constructive avec la Commission européenne et d'autres régulateurs. Nous suspendons donc volontairement les fonctions de récompense dans TikTok Lite pendant que nous répondons aux préoccupations qu'elles ont soulevées. Réaction immédiate de Thierry Breton, commissaire européen au numérique, qui a notamment instruit cette enquête. Je prends note de la décision de TikTok de suspendre le programme de récompense TikTok Lite dans l'UE. Les procédures engagées contre TikTok concernant le risque d'addiction à la plateforme se poursuivent. Et on va écouter également Yohann Calandra, psychologue interrogé sur France Inter ce matin. Il dénonce cette utilisation marchande des mineurs. Plus on passe du temps sur l'écran, plus on a une valeur marchande. Dans cette société quand même où tout va vite, qui est assez anxiogène, il ne faut pas s'étonner de voir ces applications être très très florissantes parce qu'elles vont proposer de la récompense là où il y a du stress et le lien en neurobiologie a été très établi entre les deux systèmes. On est quand même sur des mécaniques addictives qui commencent à faire du dégât. On commence à le voir en consultation. On termine dans le Tarn où les enseignants ont symboliquement marqué leur désaccord avec les investissements réalisés par l'éducation nationale. Oui, parce qu'à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, le gouvernement a offert 8 millions de pièces de 2 € frappées aux couleurs de l'événement aux élèves de primaire partout en France. Et c'est un investissement de 16 millions d'euros qui est dénoncé par les syndicats d'enseignants pour qui cette somme aurait pu être utilisée pour recruter davantage de personnel ou rénover certains établissements. Et hier, donc, les directeurs et directrices d'une vingtaine d'écoles du Tarn sont venus déposer les cartons de ces pièces devant la direction départementale de l'éducation nationale, formant un véritable mur devant l'entrée principale. La même initiative a été menée hier en Lozère et elle pourrait bien faire des émules dans les jours qui viennent un petit peu partout dans le pays. L'académie assure quant à elle que toutes les pièces seront bel et bien distribuées aux élèves qui devraient les recevoir, sans donner plus de détails sur la façon dont ce sera fait. Merci Loïc pour ces informations. Miser sur l'éducation pour que les jeunes ne tombent pas dans la délinquance, une des phrases prononcées par Gabriel Attal lors de son déplacement à Viry-Châtillon la semaine dernière. Un déplacement qui a été l'occasion de serrer la vis contre la délinquance entre mineurs. On en parle tout de suite dans la question du jour. Arnaud de Saint-Rémy, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois sur le Grand JT. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit des mineurs. Le gouvernement veut réaffirmer son engagement dans la lutte contre la violence des jeunes, alors que ces derniers mois ont été marqués, on le sait tous, par une série de très très graves agressions. Y a-t-il une réelle montée de la violence selon vous? Parce que finalement, on parle de montée de violence, mais on se demande si c'est une réelle montée ou si on en parle davantage finalement. Moi, je pense qu'on en parle davantage. C'est peut-être bien d'en parler parce que c'est un vrai sujet de société, mais je pense qu'il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit et ni entrer dans des généralités qui seraient dommageables. Moi, je m'en tiens aux chiffres qui sont à la fois ceux du ministère de l'Intérieur et ceux de la Chancellerie. Et quand je regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Chancellerie, je vois qu'il y a une baisse de 24% du nombre de mineurs mis en cause qui a été observé entre 2019 et 2022. Et qu'il y a eu également un nombre moindre de jugements de condamnation parce qu'il y a eu moins de mineurs qui ont été mis en cause dans le cadre d'affaires pénales. Alors je ne comprends pas, excusez-moi, mais expliquez-moi alors la situation. Pourquoi on parle de montée de violence? Mais c'est le sentiment d'insécurité, c'est le sentiment de violence. Ce qui est certain, c'est que vous avez des actes qui sont peut-être de plus en plus violents. Jusqu'à présent, le nombre de mineurs qui étaient renvoyés devant une cour d'assises des mineurs, c'était 0,6%, ce qui n'est vraiment pas très important. Mais on voit qu'il y a une forme de stabilisation du nombre de mineurs mis en cause dans des affaires, par exemple, de coups et blessures. On est aux alentours de 9-7% suivant les années. Il y a même petite, ce qui est beaucoup, certes, bien sûr, mais ce qui est quand même peu par rapport aux majeurs. On est à peu près
près dans le même ordre d'idées. Il y a à peu près 20% de majeurs qui sont mis en cause dans le cadre d'affaires de coups et blessures, et on est à 21% pour les mineurs. Donc en fait, les mineurs ne sont que le reflet de la société, qui est une société, peut-être, qui est devenue de plus en plus agressive et violente. Et là, ça doit interroger tout le monde. Et vous le savez comme moi, les enfants sont des buvards et il y a une porosité face à cette violence. Ce qui est très intéressant, c'est de se réfléchir sur l'influence que peuvent avoir les écrans sur les enfants les plus jeunes, les tout petits, lorsqu'on laisse des enfants qui ont 3 ou 4 ans déjà regarder des images qui peuvent être violentes sur les réseaux sociaux, c'est pas étonnant de voir que derrière ils peuvent le reproduire. Lorsque dans les familles, il y a de la violence intrafamiliale qui est pas traitée, qui est récurrente, forcément, ça exerce une influence sur le développement d'un mineur. Et je pense qu'il faut s'interroger aussi sur les causes de cette violence. Pas simplement se faire un focus et se focaliser sur la sanction, sur la répression. Bien sûr qu'il faudra à un moment donné sanctionner et peut-être réprimer. Mais ce qui est très important, c'est de s'interroger sur les causes. Alors les causes, on va en parler bien évidemment. On va parler des sanctions aussi et des mesures prises par le Premier ministre et par la ministre de l'Éducation. Mais je voudrais juste revenir sur ce que vous me disiez par rapport aux mineurs, parce que mineurs, c'est en dessous de 18 ans. Oui. Sauf que ce qui m'intéresserait, c'est, si vous les avez, c'est les chiffres. Ce sont les chiffres entre, effectivement, par exemple, 10 et 16 ans, et entre 16 et 18 ans. Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Alors, il y a une vraie différence. Tous ces chiffres, on peut les retrouver sur le site de la chancellerie. Ça s'appelle... Alors, tout ça, c'est produit régulièrement. C'est pour 2023. Et vous avez le chapitre 17, c'est les mineurs auteurs d'infractions pénales. Donc, ce que je vais vous dire là à l'instant, ce sont des chiffres qu'on pourra tout à fait vérifier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des mineurs qui sont concernés par des poursuites pénales sont de l'ordre ont entre 16 et 17 ans. Voilà. Entre ça, 16 et 18 ans. Ou pas Non, parce qu'on a tous l'impression, en fait, alors les médias sont aussi responsables de ça, hein, mais en même temps, il faut en parler, on est d'accord, mais on a tous l'impression que finalement, la violence est descendue en âge pour pouvoir justement être dans l'impunité de ce problème de majorité. Oui, c'est cette impression, mais une fois encore, c'est ce que je disais sur le sentiment de quelque chose, alors que les chiffres ne sont pas ceux-là. Il faut savoir que les mineurs de 13 ans ou 14 ans, parce que la responsabilité pénale d'un mineur, c'est à partir de 13 ans, suivant les règles qui sont construites dans le Code de justice pénale des mineurs, ne représentent que 3% des mineurs qui sont condamnés. Il y a environ 30 000 condamnations à des peines en France chaque année. On ne parle pas des actes, on parle de condamnations. Là, ce sont des condamnations. Il y a un peu plus de 120 000 mineurs qui font l'objet d'un traitement pénal. 90% de ces mineurs font l'objet d'une réponse pénale. Ça veut dire parfois classement sans suite parce que la mise en cause est abusive. Ils ne sont pas l'auteur des infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis. Il faut aussi avoir cela à l'idée. C'est, quand on vient de vous dire, par exemple, il y a 120 000 mineurs qui sont concernés par des poursuites pénales, mais il n'y a pas forcément 120 000 mineurs qui sont responsables pénalement. Et c'est tout le travail d'ailleurs d'un avocat qui peut intervenir aux côtés du mineur pour savoir si celui qui a été mis en cause est bien celui qui a commis des infractions qui lui sont reprochées. Vous avez raison de le rappeler. Oui. Et ce qui est important, c'est que le Code de justice pénale des mineurs n'a pas remis en cause le principe d'une responsabilité pénale à 13 ans considérée comme une présomption simple. C'est-à-dire que si le mineur de moins de 13 ans se voit considéré comme ayant un discernement suffisant pour avoir voulu et compris l'acte délinquant qu'il a commis, il pourra voir sa responsabilité pénale engagée. Et si un mineur de plus de 13 ans n'avait pas le discernement nécessaire pour des raisons diverses et variées, notamment liées à sa psychiatrie, une déficience mentale, il ne sera pas jugé pénalement responsable. Et c'est à partir de 16 ans qu'aujourd'hui, l'excuse de minorité peut être oubliée, c'est-à-dire que les juges peuvent parfaitement considérer que pour les mineurs de plus de 16 ans, compte tenu de la gravité des faits qu'ils ont accomplis, eh bien, ils seront jugés comme des majeurs. Pour vous donner un exemple. Ça, c'est déjà le cas ou c'est une
possibilité. C'est tout à fait le cas. D'accord. Pour vous donner un exemple, supposons 2 mineurs qui, dans la cour de récréation, volent avec violence le téléphone portable de leurs camarades. S'ils ont entre 13 et 16 ans, ils encourent une peine de la moitié de 10 ans de prison. Si ils ont plus de 16 ans, ils peuvent être jugés et en fonction de l'excuse de minorité qui serait oubliée, ils peuvent encourir jusqu'à 30 ans de prison. Il faut comprendre à quel point nos textes sont déjà extrêmement sévères. La question est de savoir, une fois encore, s'il y a des circonstances pour lesquelles il faut oublier l'excuse de minorité ou pas. Moi, je trouve très dangereux, je le dis comme je le pense, je trouve très dangereux de remettre en cause un principe qui a été débattu à l'occasion du Code de justice pénale des mineurs, qui a été débattu aussi en 1989 lorsque a été adoptée la Convention internationale des droits de l'enfant, qui crée une justice spéciale pour les mineurs. Et pourquoi il y a cette excuse de minorité ? Parce qu'un mineur, il n'a pas le même discernement qu'un majeur. Et comme Robert Badinter le disait, on ne peut pas juger un mineur comme un majeur, ce n'est pas un adulte en réduction, c'est un être en construction. Et si on ne comprend pas cela, eh ben on ne comprend pas ce que c'est que la justice pénale des mineurs. Pourtant, on vient de glorifier justement de nombreuses fois, effectivement, Robert Badinter. Là, ça veut dire qu'on parle à la fois, effectivement, de cette excuse de minorité et on parle aussi de la possibilité de comparution immédiate. C'est bien ça ? Ah, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Pour les moins de 18 ans, pardon. Hein. Oui, pour les moins de 18 ans. Alors, ce serait une comparution immédiate, si j'ai bien compris les annonces, pour les mineurs qui ont plus de 16 ans. Donc, entre 16 et 18 ans. Pourquoi catastrophe ? D'abord parce que vous avez un mineur qui peut ne pas être connu par la justice. C'est un premier acte d'une gravité particulière, parce qu'on peut imaginer qu'une comparution immédiate, ça ne va pas être pour n'importe quel fait. Pardon, mais on pourrait donc, pour un mineur non connu de la justice, avoir une possibilité de comparution immédiate. Absolument. D'accord. Bon. Pour un fait très grave ou pas grave ? Pour un fait, a priori, on peut l'imaginer grave. Pas grave, pardon, mais on n'a pas encore dans les annonces les seuils. Ça fera l'objet du Grenelle qui nous est annoncé, auquel nous participerons, nous, avocats, avec énormément de plaisir. On a travaillé énormément sur le Code de justice pénale des mineurs. Au départ, on n'était pas tout à fait favorable à la question d'ailleurs de la césure pénale. Je rappelle, la césure, c'est d'abord l'audience de culpabilité, puis quelques mois plus tard l'audience de sanction pour vérifier s'il n'y a pas une mise à l'épreuve éducative judiciaire provisoire qui peut s'instaurer pour permettre de réinsérer le mineur dans le droit chemin. Ça veut dire, pardon, mais c'est important pour nous, surtout sur School TV, ça veut dire qu'une mesure d'éducation en fait. Exactement, une mesure d'éducation provisoire d'urgence. Si tant est qu'elle puisse être mise en place de manière urgente, parce que le problème, c'est que les éducateurs de la PJJ vous diront « nous, on n'a pas le temps de pouvoir les mettre en place ». Et parfois, c'est vrai que si l'audience de sanction doit intervenir entre 6 et 9 mois après la culpabilité, il arrive bien souvent que la mesure éducative judiciaire provisoire n'ait pu se mettre en place faute de moyens, faute de personnel suffisant, plusieurs mois après l'audience de culpabilité, et à quelques semaines avant l'audience de sanction. Et donc, la mesure, elle n'a pas pu s'exécuter normalement. Bref, je reviens sur la comparution immédiate, entre 16 et 18 ans. Allez-y. Si c'est un mineur primo-délinquant, il faut le connaître. On n'aura donc pas forcément le dossier unique de personnalité, on n'aura pas forcément un recueil de renseignements socio-éducatifs suffisamment complet. Et surtout, nous avons déjà un système qui permet de juger à bref délai. Vous savez que l'audience de culpabilité peut intervenir en quelques jours. En fonction justement des éléments de personnalité, c'est ce que le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision de 2002. La justice pénale des mineurs, elle doit aussi tenir compte de la personnalité du mineur, d'un projet éducatif et d'une justice spécialisée. Voilà, Alors, on va encore faire une digression, mais c'est toujours pareil dans cette idée de comparution immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire de te faire un test de personnalité ? Je ne comprends pas. Comment on l'effectue ? En combien de temps ? Parce que la comparution immédiate, c'est... Qui l'a fait ? Mais actuellement, pour un majeur, la comparution immédiate, c'est une enquête sociale qui est faite assez rapidement, avec des vérifications, puisque ça doit être fait dans les minutes ou dans les heures de la comparution devant le tribunal. Donc on peut faire une enquête en quelques minutes, en quelques heures. En quelques heures. Et c'est valable. Oui, qui est valable. Or, le principe fondamental de toute justice pénale, c'est on juge en fonction des éléments de personnalité. Est-ce qu'on est inséré dans la vie ? Est-ce qu'on a des problèmes de santé ? Est-ce qu'on a une vie familiale normale ou une vie familiale un peu désordonnée ? Est-ce qu'on a déjà eu aussi un passé judiciaire ? Qu'est-ce qu'on a mis en place depuis le passé judiciaire en termes de réinsertion ? Ça, c'est le principe de la personnalisation de la peine.
on ne juge pas tout le monde de la même manière. Enfin, je veux dire, c'est normal. En essayant d'être égaux dans l'équité. En essayant d'être égaux. Et en matière de personnalisation du dossier pour les mineurs, c'est encore plus important parce qu'il y aura des considérations liées à l'éducation, à l'éducatif, ou le comportement à l'école, la vie familiale. Une fois encore, je le disais, qu'un mineur qui est victime de maltraitance au sein de son foyer familial pourra reproduire malheureusement des actes maltraitants. Un mineur qui est délaissé pourra produire des actes de maltraitance. La violence amène la violence. Mais pour bien voir ce point-là, pour revenir sur le point de la comparution immédiate, entre 16 et 18 ans, enquête de personnalité, enquête d'entourage, d'éducation et en quoi est-ce une catastrophe? Alors c'est une catastrophe parce qu'une fois encore, nous n'aurons pas nécessairement l'ensemble des éléments de défense ou des éléments d'information. Le tribunal pour enfants ne pourra pas forcément avoir tous les éléments pour pouvoir statuer sur le cas concret. Et une fois encore, nous avons aujourd'hui les moyens de juger à bref délai. Je le disais tout à l'heure, une audience de sanction peut intervenir très rapidement, en quelques jours. Et si c'est un mineur qui est connu, on n'a pas évoqué ce cas-là, si c'est un mineur qui a déjà un casier judiciaire de mineur, il pourra être jugé en audience unique, c'est-à-dire à la fois la culpabilité et la sanction le même jour, et cela à bref délai. Donc, autrement dit, on a déjà les outils nécessaires. Et j'allais dire que si tout ce débat de la comparution immédiate du mineur de 16 ans à 18 ans a déjà été traité au cours de l'évocation du Code de justice pénale des mineurs. Et moi, je m'interroge sur le point de savoir si ce n'est pas détricoté aujourd'hui le Code de justice pénale des mineurs. Et finalement, les annonces qui nous ont été faites, je serais le garde des Sceaux qui a défendu le Code de justice pénale des mineurs, je ne serais pas tout à fait d'accord. Alors, c'est bien parce que ça me permet de revenir à un point essentiel quand même, qui est le point de départ de notre échange, Arnaud de Saint-Rémy, de comprendre en fait comment ce discours de Gabriel Attal est arrivé à être perçu par beaucoup comme une position très autoritaire, très à droite, voire extrême droite. D'ailleurs, certains commentaires ont dit il fait du RN light. Est-ce que c'est de l'électoralisme? Est-ce que c'est de la communication pure? Et surtout, de voir, et là vous venez de le dire, le garde des Sceaux était présent à ce fameux discours, mais en revanche, la ministre de l'Éducation, pas du tout. Ouais, c'est intéressant. Alors, je suis pas un grand spécialiste de la communication. Enfin, vos observations, je les rejoins. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un contexte très particulier. Chacun sait que nous sommes dans un contexte de campagne électorale. Bon, et qu'aujourd'hui, dans le cadre de ces élections européennes, il y a un des thèmes majeurs qui revient, qui a été imposé par je ne sais qui, je ne sais comment, mais enfin en tout cas qui revient, qui est la délinquance juvénile. Et donc, comme c'est un des thèmes, on aurait pu imaginer le pouvoir d'achat, on aurait pu imaginer les migrants, ça va revenir certainement, on aurait pu imaginer la défense européenne. Ce que vous venez de citer sont quand même 4 arguments très importants de l'extrême droite, dont on dit qu'effectivement les scores seraient importants le 9 juin aux européennes. Alors, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut que le gouvernement occupe le terrain. Ah non, je ne dis pas ça, moi je souligne l'aspect communicatif. Est-ce que vous pensez qu'on est à cette expérience-là aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que la campagne électorale, elle imprime un rythme. Et si on a un Grenelle qui doit exister en 8 semaines, je pense que on nous a annoncé qu'il y aurait des solutions d'ici les élections européennes. C'est que très certainement, ça s'inscrit dans un calendrier électoral. Bon, est-ce qu'il faut occuper le terrain? Une fois encore, je ne suis qu'avocat. Je ne suis pas un politologue averti. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne peut pas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas stigmatiser systématiquement les mineurs et considérer que la jeunesse est coupable de tout le dysfonctionnement de la société. La jeunesse, elle est aussi victime des dysfonctionnements de la société. Elle est le miroir de la société. On va en parler des causes, j'espère, si on a le temps. Je voudrais juste qu'on évoque quelques mesures. On a évoqué évidemment l'excuse de minorité que le gouvernement souhaiterait abolir, les comparutions immédiates pour les mineurs. Il y a également l'internat éducatif. Est-ce que c'est une solution selon vous? Alors ça peut être une solution, effectivement, mais c'est sur la base du volontariat. Mais qu'est-ce qui se passe si les parents refusent? Et si l'enfant ou le jeune refuse? C'est surtout que c'est pas très nouveau. Alors c'est également, surtout que vous avez parfaitement raison, on appelait ça les internats tremplins. Il y avait d'ailleurs en 2019 le lancement de ces internats tremplins. Moi je me souviens d'une mission parlementaire, c'était une mission sénatoriale qui stigmatisait le fait qu'il n'y avait que 8 au niveau en France. On nous annonce qu'il y a une 50aine de milliers de places possibles pour les internats, merveilleux. Mais une fois encore, qu'est-ce qu'on va y faire ?
est-ce que ces internats éducatifs ne seront que pour les vacances? Est-ce que ce sera au long cours durant l'année scolaire? Quel encadrement? Ça va fonctionner certainement. Est-ce que ce ne seront des internats réservés qu'à ceux qui troublent beaucoup et qui perturbent la vie scolaire? Si on les met tous ensemble, quelle va être la plus-value? Est-ce que ça ne va pas ressembler à des centres éducatifs fermés? Moi, je suis très interrogatif. La réaction du garde des Sceaux de Éric Dupond-Moretti, de dire regardez, j'ouvre la fenêtre et je vois la mer, c'est magnifique. Est-ce que ça ressemble à un camp? Un camp de vacances? Peut-être. Moi, je sais que si vous voulez, l'internat, ça va aussi extraire les enfants de leur milieu, c'est peut-être l'objectif, mais peut-être aussi les amener à une forme d'isolement. Donc absence d'éducation en fait. Moi, je trouve ce qui serait très c'est sanction et non pas éducation, selon vous. Je trouve que ce qui serait très intéressant, c'est que tous ceux qui veulent cela doivent lire un rapport tout à fait passionnant qui a été produit par Alice Simon, qui est responsable du pôle recherche à la direction judiciaire de la protection de la jeunesse, sur l'enfermement des mineurs. Et notamment sur la prison pour les mineurs. Et ce sentiment d'isolement, ce sentiment d'enfermement, s'il n'y a aucune perspective derrière, ça peut avoir des effets pervers tout à fait considérables. Donc je me méfie de ces internats où il n'y aurait pas un encadrement suffisant. On parle souvent de ce fameux, quand on parle de violence, de ce fameux noyau dur de jeunes très violents qui est surreprésenté. Est-ce que c'est votre thèse à vous? C'est aussi la thèse d'un autre sociologue, enfin d'une autre personne, pardon, un sociologue qui s'appelle Thomas Sauvadet. Est-ce que pour vous, effectivement, on parle toujours des mêmes? Bon, clairement, aujourd'hui, le focus est mis sur ces jeunes les plus violents, comme si on mettait tous les jeunes, tous les enfants dans le même panier. Je crois qu'il faut effectivement faire face à ce phénomène qu'on ne peut pas ne pas voir, c'est une évidence, mais il ne faut encore pas de généralisation de ce phénomène. Et je répète, ce qui est inquiétant, c'est l'image que renvoient pas simplement les réseaux sociaux, mais ce qui est dit sur les réseaux sociaux, l'accessibilité à cette violence par les plus jeunes qui ne fait que alimenter ce sentiment d'impunité. Moi, j'étais très surpris dans une affaire que j'ai eu à défendre, de voir un jeune qui était derrière son téléphone portable à en filmer un autre se faire tabasser, plutôt que d'aller tout de suite porter secours à celui qui se faisait tabasser. Et ça s'interroge. Pourquoi ce jeune n'est pas venu porter secours? Dans quelle mesure il était plus important et prioritaire pour lui de filmer la scène plutôt que de venir s'interposer? Il pourra peut-être vous dire qu'il fallait témoigner et qu'il avait aussi les preuves de l'attaque. Mais effectivement, on est d'accord qu'on peut se poser cette question. La crise de l'autorité, on parle beaucoup donc du retour de l'autorité, du retour à l'autorité. Le philosophe, le sursaut. Voilà, le sursaut exactement autoritaire. Le philosophe Pierre-Henri Tavaillot, je ne sais pas si j'écorche son nom dans l'émission C'est ce soir de Karim Rissouli. Tavaillot disait l'autorité est 2 fois plus en crise. 2 indices le prouve, on n'a jamais autant parlé d'autorité depuis qu'elle est en crise. Et chez les jeunes, la valeur numéro 1, c'est l'autorité. Qu'en pensez-vous ? Bon, on a évidemment besoin d'autorité, mais il ne faut pas être autoritaire. Et il ne faut pas confondre autorité et obéissance aveugle. Vous ne permettrez pas à un jeune de trouver à respecter une autorité si vous ne lui donnez pas la perspective de quelque chose de positif. C'est-à-dire que, une fois encore, si vous avez des parents qui se montrent excessivement autoritaires, le jeune sera réfractaire à cette autorité. Si vous avez une personne qui montre de l'autorité alors qu'elle n'en a finalement pas, le jeune ne sera pas adhérent à cette autorité. On pense les plaies, mais on ne cherche pas à comprendre les raisons et surtout à les traiter. Et ce que je trouve très inquiétant, et vous en avez fait un focus il n'y a pas longtemps, c'est sur une décision récente, très isolée, en appel du retour du droit de correction. Oui. Là, je suis très inquiet parce que ce n'est pas du tout le sens de l'histoire. On a interdit les fessées, on a interdit le martinet, et cette décision, elle est susceptible de pouvoir la réintroduire. Et donc, c'est des débordements d'excès d'autorité que je trouverais tout à fait condamnables. On a un nombre très important de maltraitances en France. Et la Commission européenne, hasard des calendriers, vient de diffuser hier plusieurs recommandations pour permettre aux enfants de faire face
à ces excès de violence, à ces excès d'autorité, par une politique de prévention, par une politique aussi visant à peut-être rééduquer les parents dans une meilleure prise en compte des difficultés personnelles de l'enfant. Enfin, une fois encore, ce qui est inquiétant, c'est le décrochage scolaire. Bien ce sûr. qui est inquiétant, c'est l'absentéisme. Et si à l'absentéisme, on répond par un excès d'autorité, on se trompe totalement. Accès d'autorité et accès de violence, surtout quand on parle de la correction. On va consacrer une émission sur ce sujet et je vous propose de venir, si vous êtes d'accord et si vous êtes libre, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail, mais on fera un débat autour de ce sujet qui, effectivement, pose beaucoup de questions et qui remet en question, bien entendu, toutes les valeurs de la République française, à mon sens. Pardon si je peux me permettre d'insister là-dessus. Parfaitement. Et ça, c'est un point positif. D'ailleurs, le retour des valeurs de la République, ça, c'est sans doute l'un des points positifs des annonces du Premier ministre. Mais il y en a. Je ne dis pas le contraire. Merci beaucoup Arnaud Saint-Rémy d'avoir été avec nous sur ce plateau, avocat spécialisé dans le droit des mineurs. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Iris Amatadian. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice et scénariste de Horizon climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC, ainsi que Xavier Henrion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également scénariste sur cette bande dessinée documentaire, je puis dire, et dessinateur. Une bande dessinée clairement, regardez, à voir comme ça sur un plateau, on ne se rend pas bien compte, mais vous pouvez voir ici qu'effectivement, l'urgence climatique, cette rencontre avec 9 scientifiques du GIEC est traitée de façon bande dessinée. C'est absolument génial. On va y venir évidemment, mais j'aimerais juste une question assez générale, mais qui quand même me taraude en permanence, notamment quand je reçois ce type de bande dessinée. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français n'ont pas encore vraiment pris conscience de l'urgence climatique, Iris Amatadian? C'est en effet une des motivations qui m'a amenée à réaliser cet ouvrage, que j'ai observé que encore beaucoup de personnes ne connaissaient pas, par exemple le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et encore moins le contenu de ces rapports. Et en tant que, quand je faisais ma thèse sur le changement climatique, sur ces thématiques du changement climatique, ça m'arrive encore beaucoup de fois que quand on me demande c'est vrai, tu étudies le climat, alors est-ce que c'est vrai le changement climatique? Et du coup, c'est vrai que c'est une des motivations d'après moi, c'est grave encore aujourd'hui de se poser cette question. Mais vous répondez encore ou vous êtes exaspéré tout de suite? Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les infos, il suffit quand même, faut quand même être très éloigné du monde réel pour se dire qu'il n'y a pas de problème, non? Faut être mais on est en même temps très éloigné du monde réel, d'après moi, parce que il y a un problème et dans nos actions quotidiennes, on continue à engendrer en fait ce problème. Donc oui, je vous rendez bien compte continue je continue à en parler, et c'est notamment pour ça que j'ai cherché à réaliser cet ouvrage. Alors les jeunes s'engagent de plus en plus, notamment via les réseaux sociaux. On pense bien sûr à Camille Etienne ou d'autres. Pensez-vous que la lutte se démocratise davantage du côté des jeunes qui sont quand même, on le sait, Xavier Henrion, les premiers à s'être intéressés à la cause climatique? On l'a vu lors des dernières élections. C'est vrai qu'on voit beaucoup les jeunes bouger, mais pour juste revenir 2 secondes sur ce qu'on disait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant qu'il y a un changement climatique, mais il y a énormément de gens qui ne réalisent pas ce que ça signifie. Et peut-être que les jeunes, eux, ont plus conscience de ça, parce que typiquement, c'est eux qui vont vivre. Non, c'est eux. Nous aussi, on va le vivre. Même les plus âgés vont le vivre et on le vit déjà. Mais les jeunes vont avoir ça toute leur vie. Et je pense que d'une certaine façon, ils prennent ça plus à cœur et ils ont... Alors, pas tous malheureusement, mais il y a beaucoup de jeunes effectivement qui ont tendance à vouloir s'engager plus facilement. Quand on voit les inondations, quand on voit les sécheresses, quand on voit les ouragans se former, quand on voit l'enfer qui est là aujourd'hui et qui est présent chaque jour pour tous les habitants de cette planète. On le voit systématiquement, on le ressent chaque jour, des famines qui se créent. C'est fou qu'on en soit encore là. Et heureusement, vous participez donc à ce changement qui s'opère, à cette prise de conscience très nécessaire avec Horizon climatique.
climatique rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. C'est fait en partenariat avec Le Monde, c'est publié chez Glénat. Comment vous avez convaincu ces 9 scientifiques du GIEC de vous rejoindre dans cette aventure? J'ai pas eu beaucoup de mal à les convaincre. J'ai été très agréablement surprise par l'enthousiasme qu'ils m'ont montré quand je leur ai proposé de participer à ce projet. Je travaillais personnellement avec 2 d'entre eux dans mon laboratoire de recherche quand j'étais en thèse, pas directement, mais ils étaient dans le même laboratoire. Et je les ai choisis notamment pour faire en sorte que la composition de l'ouvrage soit la même que celle des rapports du GIEC eux-mêmes, c'est-à-dire que les premiers auteurs présentés dans cet ouvrage, interviewés, proviennent du premier grand groupe de travail du GIEC qui porte sur la compréhension du changement climatique. Puis les auteurs suivants viennent du groupe de travail du GIEC abordant les risques et les moyens d'adaptation, et les derniers auteurs sur les solutions et les moyens d'atténuation des dommages du changement climatique. Alors c'est vrai que le vrai challenge, à la fois côté auteur, à la fois côté illustration, dessin, c'est de pouvoir justement vulgariser des rapports qui ne sont pas toujours faciles à comprendre et à lire, pas accessibles à tous, et on comprend très très bien. Comment vous avez fait justement pour arriver à cela? Parce que ça, c'est un vrai travail qui s'opère, on ne se rend pas forcément compte. Ça vient, Orion? C'est vrai que ça a été une grosse partie du travail, savoir comment rendre accessibles toutes ces données, toutes ces courbes qui sont dans les rapports et qui sont parfois assez difficiles de premier abord en tout cas. Donc en fonction de ce qu'il y avait à montrer, on a utilisé différentes méthodes. Alors parfois c'était, par exemple au début, il y a la courbe assez connue des warming stripes. C'est une courbe qui passe du bleu au rouge petit à petit. Donc on la montre en fond plusieurs fois pour à la fin la faire réapparaître sous la forme un peu d'un cauchemar d'un des personnages principaux. Et c'est à la fin, donc c'est une main, vous pouvez la trouver un peu plus loin, c'est une espèce de main qui... Je pars à la recherche. Ouais, non, elle est pas beaucoup plus loin. Une main avec les mêmes couleurs et qui termine justement par les 5 doigts qui représentent les 5 scénarios possibles envisagés. Après il y a différentes méthodes, il y a aussi une courbe de température dont la voilà, la main. Voilà la fameuse main. Et la courbe de température, elle est donc dans les rapports du GIEC, il y a en abscisse, c'est le temps, mais qui est de façon presque logarithmique, c'est-à-dire qu'au début c'est tous les centaines de millions d'années, puis tous les 10 millions d'années, etc. Donc c'est pas très accessible, on se rend pas compte de comment la température évolue. Donc on a préféré couper cette courbe en plusieurs morceaux et puis l'expliquer à chaque fois en mettant des points, genre quand est-ce que sont apparus les dinosaures, des choses comme ça. Donc ça permet de rendre plus visuel et plus accessible toutes ces courbes. Votre rencontre à tous les deux, comment ça s'est passé pour pouvoir écrire justement ce livre? Parce que j'imagine que, effectivement, persuader les scientifiques de vous rejoindre, bon, on imagine qu'ils ont forcément envie de partager et votre aventure, et puis encore une fois cette prise de conscience. L'un et l'autre, comment ça s'est opéré et d'où vient ce bel ouvrage? Mais en fait, on s'est rencontrés assez tardivement, contrairement à ce qu'on raconte dans l'ouvrage. Voilà, c'est ce qui m'interrogeait, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on raconte dans le livre. Dans le livre, il y a 2 personnages qui portent nos prénoms, mais en fait, ça reste une histoire fictive, dans la mesure où j'ai commencé à écrire le scénario j'ai commencé à la fin de ma thèse et seulement, en fait, même au début, je voulais la dessiner moi-même. Et c'est seulement après avoir fini le scénario que j'ai cherché à collaborer avec un dessinateur, et j'ai eu cette chance incroyable de rencontrer Xavier. Et du coup, on s'est amusé à donner son prénom au deuxième personnage, qui est un personnage un peu naïf, qui va découvrir et prendre conscience de tous ces changements, toutes ces connaissances sur l'état du climat. Et voilà comment ça s'est fait. C'est vrai que la rencontre a été un peu... C'est Iris qui avait envoyé un mail dans un atelier d'auteurs de bande dessinée à Toulouse. Oui. Et moi, j'ai un copain qui travaille là-bas et qui, quand il a vu le mail, il a dit « Non mais ça, c'est pour Xavier ». Il a transmis directement. Alors, j'étais pas du tout à Toulouse. Mais moi, quand j'ai vu le projet, effectivement, j'ai lu. J'ai dit « Bon, bah ok, j'y vais. » Alors, on ne peut pas passer à côté de l'aspect politique, forcément, aujourd'hui. Vous alertez, les scientifiques alertent. Beaucoup de Français aussi sont préoccupés par ce sujet, à plus ou moins grand degré, mais en tout cas, les Français sont quand même conscients en partie d'une situation. Mais du côté politique, ça peut aussi un peu bloquer. Disons que ça ne bouge pas assez. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez tous les deux, vous partagez ou pas? Je pense que... Évidemment. En fait, ce qu'on a cherché à montrer, c'est qu'aujourd'hui, on cherche plus ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'état de conscience des connaissances, que chacun individuellement et collectivement on puisse agir. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport... Non, mais c'est surtout qu'au niveau politique, aujourd'hui, c'est vrai que
c'est souvent des mandats qui durent 4, 5 ans. Et tout ce qu'on doit faire là, c'est des investissements, des changements qui sont sur des très longues durées. Enfin, Vous préfériez une petite dictature de 30 ans? Je suis pas sûr. Je plaisante évidemment. Non, mais effectivement, je comprends. Vous voulez dire qu'à chaque fois, effectivement, les réformes se font, les avis diffèrent, et puis il faut tout recommencer. Il y a quand même des choses, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se faire sur des courtes périodes, mais il faudrait aller plus loin, c'est pas suffisant. Mais je repense au niveau européen, et là, il va y avoir quand même des élections bientôt, bien entendu. Je repense au vote contre le glyphosate. C'était pas exactement ce qu'on escomptait. Pas vraiment. Voilà. Donc c'est encore une déception pour vous ou pas? Ah bah clairement, oui. Enfin, il y a des choses. Enfin, pour moi, c'est évident qu'il y a certaines choses qu'il faut enlever. Je dis pas qu'il faut les enlever comme ça du jour au lendemain, parce que bien sûr, au niveau notre système d'agriculture est basé là-dessus, donc. Les gens doivent prendre le temps de s'adapter, mais il doit y avoir un accompagnement. C'est pour ça que je dis qu'un mandat de 4-5 ans, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait se dire, dans 10 ans, il n'y a plus de glyphosate, et par contre, pendant ces 10 prochaines années, on met tout ce qu'il faut en œuvre pour que les agriculteurs aient une transition, puisqu'ils puissent régénérer leurs terres, avoir d'autres systèmes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je ne peux pas tout énumérer ici, mais ça prend du temps. Et dire qu'on arrête le glyphosate du jour au lendemain, c'est pas bon, mais dire on continue, c'est pas bon non plus. Donc il faut prendre le temps de faire les choses, et au niveau politique, il faut qu'on puisse avoir ce temps. Comment vous avez fait pour rendre les scènes climatiques futures crédibles et évocatrices sans être trop alarmistes aussi pour les enfants qui vont vous lire? Les enfants. En fait, c'est un ouvrage on a essayé qu'il soit accessible à partir de 12 ans à peu près. Mais on encourage, les enfants du coup à échanger avec leurs parents. Et c'était un vrai challenge justement de traiter des émotions qu'on peut ressentir quand on parle de climat, de cette crise climatique, et notamment ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire comprendre qu'une émotion est normale, qu'elle sert à agir, à bouger, et du coup une autre structure de cet ouvrage, c'est de suivre ce qu'on appelle la courbe des émotions, la courbe du deuil, utilisée en écopsychologie, notamment dans les travaux de Johanna Massy, et qui fait passer justement par toutes ces phases qui sont le choc d'apprendre qu'il y a un changement climatique, le déni, on passe tous par ces phases-là, la colère, la négociation, on va essayer de trouver des petits pas et avancer. Et ensuite, on peut aussi passer par ces phases anxiogènes, et on donne des clés pour justement ne pas y rester trop longtemps, ou essayer d'éviter ces phases qui peuvent être paralysantes pour aller de l'avant et essayer de trouver prendre des décisions et expérimenter, et justement trouver une sorte de résilience et avancer encore une fois individuellement et collectivement, et agir dans le bon sens pour faire avancer les choses rapidement. Alors il y a effectivement le niveau collectif, puis il y a le niveau individuel, comme vous le dites si bien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent mais enfin bon, ça va pas changer grand-chose si je trie, si je fais du compost, si je prends moins l'avion? C'est faux. Non, c'est Ronan Seferian, je crois, dans la bande dessinée, qui dit à un moment donné que chaque dixième de degré compte. Et c'est vrai, c'est pas. D'ailleurs, il dit aussi que c'est pas comme un match de foot où on a gagné ou on a perdu. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est gagner en fait. Si on finit en 2100 à 5 degrés, c'est terrible. Si on finit à 4 degrés, c'est terrible aussi, mais un peu moins. Si on finit à 3 degrés, on commence peut-être à respirer un peu, etc. Sauf que là, c'est pas 2100 en fait. C'est demain le problème. C'est 2030. Alors, j'espère qu'on sera pas à 4 degrés en 2030. Non. non, mais effectivement, tout vient très vite, et tout ce qu'on peut faire, même si c'est minime, et il faut pas s'arrêter là, bien sûr. Il faut commencer par des choses minimes, ça peut nous aider à avancer, mais après, il faut faire des choses plus impactantes. Faire un compost, c'est très bien, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser la question de la viande. On peut manger de la viande, peut-être pas tous les jours, aujourd'hui, on voit encore dans les écoles, c'est difficile de leur faire comprendre qu'il ne faut pas forcément de la viande tous les jours. Bon, il y a des choses qui peuvent changer. On va entendre la culture religieuse, mais pas la culture climatique sur ce sujet. Effectivement. Oui, juste rapidement, parce qu'il faut qu'on... Ouais. L'important, du coup, c'est de faire en effet ces gestes-là, de propager son action, mais de ne pas se dire c'est bon, j'ai fait ma petite part. C'est d'aller plus loin, de savoir qu'en fait c'est urgent, qu'il faut faire des sortes de sacrifices, en fait, de sortir de sa bulle de confort et voir comment vivre autrement, d'une autre manière qui est plus résiliente et en accord avec des valeurs pour engendrer ce changement. Pour tous et toutes. Prenez l'engagement. Merci beaucoup à tous les deux, Iris Amanadian et Xavier Henrion. Je rappelle donc cette bande dessinée documentaire, on va dire ça comme ça, Horizon climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. C'est paru aux éditions Glénat pour comprendre les dérèglements climatiques, et c'est un partenariat avec le très bon quotidien
le monde. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, cette semaine, vous allez nous parler du contrôleur de nudité testé par Instagram pour protéger les mineurs de ce qu'on appelle les brouteurs. Oui, et on va peut-être commencer par une petite définition de ce que sont ces brouteurs. En fait, ce sont des escrocs qui opèrent sur Internet et qui vont tout faire pour vous soutirer de l'argent. Donc, ils peuvent, par exemple, vous séduire sur le long terme et ensuite vous demander des sous, pirater le compte d'un proche pour vous demander une aide financière en urgence, ou alors récupérer des photos compromettantes et menacer de les révéler si vous ne payez pas une rançon. Et ça, d'ailleurs, ce point précis s'appelle de la sextorsion. C'est l'extorsion par diffusion de photos de nus. Ces brouteurs œuvrent principalement depuis l'Afrique, mais ça peut aussi venir de pédocriminels du monde entier, voire de camarades de collège ou de lycée aux intentions malveillantes. Bon, il faut savoir quand même que la plupart du temps, ces gens bluffent quand ils vous disent qu'ils ont des photos de vous. Ils surfent sur la peur, sur la crédulité et sur la jeunesse de leurs victimes. Et pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, ce phénomène de brouteur, je voulais vous partager le travail assez exceptionnel que fait le compte Meta Brouteur sur X. Il a été créé par David, qui s'est donné la mission de piéger ces escrocs, de leur faire perdre du temps en leur promettant des gains qu'ils n'auront jamais. Là, il a attiré un brouteur sur le compte d'une fausse vieille dame. Puis après plusieurs jours d'échanges, il lui a annoncé qu'elle venait de mourir et qu'il fallait que l'escroc remplisse tout un tas de formulaires, évidemment faux et un peu tarabiscotés, pour toucher l'héritage. Regardez cet échange. Ok là, monsieur. Mais bah, regardez le labyrinthe là, monsieur. Comment vous voulez que je trace le trait sans toucher les rebords? Regardez l'épaisseur, monsieur. Regardez l'épaisseur vous-même. Et vous-même, vous le ferez comment? Mais dites-le moi là. Dites-moi comment je ferai ça. Ah, monsieur, là, c'est pas possible. C'est pas possible de tracer le trait sans toucher les rebords. Et plus là, je regarde, monsieur, ça, c'est un casse-tête chinois, là. Monsieur, là, j'ai pas envie de trop réfléchir, là. Et expliquez-moi, et là, comment je trace le trait? Et votre truc, là, il est compliqué, là. Alors là, c'est drôle, enfin drôle, je sais pas, mais parce qu'il se moque clairement du brouteur. Mais quand ça touche les adolescents, eh bien évidemment, ça peut avoir des conséquences, on l'imagine, tragiques, Loïc. D'autant que selon les chiffres de l'Office mineur, il y a eu 12 000 signalements en 2023, contre à peine une dizaine il y a 3 ans. Donc il fallait faire quelque chose. Déjà en début d'année, Instagram a limité l'envoi de messages aux mineurs par des personnes avec lesquelles ils ne sont pas amis. Et là, on passe à un niveau supérieur avec un algorithme qui va détecter les photos de corps nus envoyées ou reçues par des adolescents. Et c'est un dispositif qui va être paramétré par défaut dans l'application quand elle est utilisée par des moins de 18 ans. Donc enregistré complètement par Instagram, toutes les photos de nus de tout le monde. Et non, flouté surtout. D'accord. Flouté surtout. Donc comment ça fonctionne? Voilà, ben justement, selon Capucine Tuffier, qui est chargée de la protection de l'enfance auprès du groupe Meta, va y avoir 3 étapes. D'abord, l'intelligence artificielle qui va détecter automatiquement quand vous recevez une image de nudité quand vous êtes un mineur et qui va la rendre floue instantanément. Comme ça, celui ou celle qui reçoit ces photos non désirées peuvent choisir de les regarder ou non. Donc ça ne supprime pas l'image, c'est vrai, mais ça la bloque et ça laisse le choix à l'adolescent ou à l'adolescente de la voir ou non. Dans la foulée, il y a un message de sensibilisation qui va être envoyé à l'émetteur comme au récepteur du message, lui rappelant que ce sont des contenus sensibles et que des personnes mal intentionnées pourraient en faire des captures d'écran ou les transférer à des tiers. Meta va également prévenir le jeune utilisateur si ces messages proviennent d'un potentiel maître chanteur, puis va le rediriger vers le site Stop Sextorsion qui propose une ligne d'écoute téléphonique en partenariat avec des associations. Et enfin, l'intelligence artificielle va repérer les comptes de brouteurs ou de pédocriminels. Elle va les empêcher d'envoyer des messages à des mineurs. Ils n'auront pas accès non plus à leur liste d'abonnés et les comptes d'adolescents n'apparaîtront plus dans leurs recherches. Alors évidemment, l'intelligence artificielle va aussi supprimer ces comptes suspects et surtout empêcher leur recréation. Et donc intelligemment, Meta ne veut pas communiquer sur ces fameuses techniques de prévention. Voilà, parce que l'argument, c'est de dire que s'ils communiquent sur la façon dont ils vont faire, les brouteurs et les pirates vont s'adapter et contourner le dispositif. À savoir donc que ce contrôle de nudité va être testé en Amérique centrale et en Amérique du Sud à partir du début du mois de mai, avant d'être déployé dans le monde entier dans les mois qui viennent.
Loïc, on rappelle qu'évidemment, on parle là de sextorsion, mais que n'importe quelle extorsion de fonds ou autre, évidemment, est tout à fait condamnable. Merci beaucoup. Merci pour cette chronique fort intéressante. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invité est le musicien et humoriste Redouane Arjan. C'est en 2009 que tu écris le premier spectacle, c'est ça? Premier spectacle, non, ouais, les premiers sketchs, disons. 2008, 2007, 2008. Et là, je fais Montreux avant le Jamel Comedy Club. Je fais le festival de Montreux. C'est Jonathan Lambert qui me découvre, qui m'invite sur son gala. Donc c'est lui plus que Jamel Debbouze qui aura changé ta vie, tu penses? Non, Jamel Debbouze, il a clairement changé ma vie. Non pas parce qu'il me met à la télé ou parce qu'il m'expose. Il change ma vie pour tout un tas de raisons, notamment humainement, ou en termes de dialogue, en termes d'échange, en termes de regard sur le métier, en termes de regard sur ma personne, en termes de bienveillance, de justesse. C'est quelqu'un de très juste. C'est quelqu'un de assez... Non, il a, à bien des égards, il a changé ma vie. C'est en 2010 que tu le rencontres? Ouais, non, 2008, 2009, on se rencontre. Mais là où on commence vraiment à travailler ensemble, ouais, c'est ça, 2010. Et là, finalement, tu te retrouves encore dans une bande. Comment se passe l'intégration? Très difficilement. C'est vrai? Ouais, très difficilement, terrible. Et c'est encore une fois là-dessus, Jamel qui me repêche, qui fait en sorte que je m'y retrouve, que je retrouve ma place, que je me sente bien. Mais sinon, non, je me sens pas bien. On comprend pas. Beaucoup ne comprennent pas forcément mon univers. Même moi, je comprends pas forcément leur. Enfin, tu vois, j'ai cru que t'allais me dire même moi, je comprends pas le mien. Ouais, mais moi, c'est clair que je comprends pas le mien. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps seul avec moi-même, parce que je peux apprendre. Je cherche à apprendre. Mais des fois, quand on s'isole trop et qu'on revient vers les autres, ça y est, on est allé trop loin, quoi. On peut plus revenir vers les autre. T'as jamais atteint ce stade-là, quand même? Si, beaucoup de fois. Et c'est pour ça que, encore une fois, quelqu'un comme Jamel est capable de faire de faire la différence et toujours avec bienveillance te mettre dans un écrin et te dire t'as le droit d'exister comme t'es, quoi, non stress. Et puis il y a un moment où tu intègres aussi le supplément de Maïté Nabiraben. Ouais. On t'entend sur France Inter, tu joues au Canada, en Angleterre. Est-ce que tu touches encore terre à ce moment-là? Ah, je pense pas. Je pense clairement pas. C'est sympa de voler? C'est sympa de voler, mais quand tu... Alors là, pour le coup, voilà, voler, c'est bien, mais quand t'es avec des gens. Parce que quand tu voles trop tout seul, tu peux vite t'égarer. Non, j'ai pas compris cette période-là. J'ai pris une gifle, j'ai pas compris, j'ai rien compris. On vient te chercher en voiture, on vient te chercher en berline pour aller faire ton enregistrement. Tu passes par Porte de la Chapelle, tu vois que la misère. T'arrives dans ta loge pour enregistrer ton émission, il y a que des bonbons, que des gâteaux. On prend soin de toi, on veut te maquiller, on veut te mettre dans... Et je me sentais pas bien. J'avais l'impression d'être un escroc, d'être pas à ma place. T'as le sentiment de l'arnaque? Ouais. J'avais l'impression de... Ça me faisait... Je sais pas, j'étais tiraillé. Mes grands-parents, c'était des maraîchers, enfin des ouvriers. Ma maman, c'était que je n'ai plus maintenant, que paix à son âme, était une ouvrière aussi, une artisane. Donc ça me semblait louche, tout ça, quoi. Ça me semblait louche. Et à quel moment tu te dis que c'est vraiment ta vie, alors? Mais c'est pas ta vie. C'est quand t'acceptes ce qui est pas acceptable que tu tombes dans le piège. Donc, c'est la télé qui a choisi pour moi. À ce stade-là, ils se sont dit, bon, écoute, Red, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Mais maintenant, aujourd'hui, si je dois y retourner, j'y retournerai avec une autre approche. Et puis même la télé vis-à-vis de moi, peut-être m'approchera différemment. Quand ça s'arrête, la télé, il y a le Covid. C'est encore bien, ouais, c'est encore avant. Avant ça, je fais quand même un peu de cinéma. C'est plus, ouais, le Covid, ça a mis... Non, c'est pas tout de suite, le Covid. 2020. Ouais. C'est à peu près 2018. Ouais, 2018, putain, 2018, c'est vrai que le temps... 2017, 2018, 2019... Et donc, à ce moment, le Covid, tu dis, ça a été un petit moment... Non, mais il y a il y a le film de Sarah Forestier avant, il y a un peu de cinéma, et avant le Covid. Mais le Covid, c'est sûr que
Ouais, le Covid, il peut te dire oh, mince, t'as été con, t'aurais pas dû lâcher la télé ou ci ou ça, bien sûr. Mais en même temps, je sais pas. Vaut mieux être pas content, être triste en étant sûr d'avoir fait le bon choix. Que triste de se dire ah moi j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû agir comme ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Redouane Erjane pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui la dimension santé mentale, les problèmes mentaux de nos tout-petits ? La réponse est dans la question que vous posez, bien évidemment, bien évidemment. Alors, on va, même si on fait, j'allais dire, non pas l'impasse, mais qu'on ne prend pas en compte l'épisode douloureux de la pandémie, du Covid. Il n'en reste pas moins que, bien évidemment, le fonctionnement de la société française est un fonctionnement qui, bien évidemment, a tendance à laisser sur le bord du chemin tous ceux qui ne sont pas parfaitement en phase sur le plan de la santé mentale, qui ne sont pas suffisamment, j'allais dire, en équilibre entre leur structure personnelle, je ne parle pas de personnalité, mais en tout cas de structure psychique personnelle, et les attentes du monde qui les entoure. Et cette difficulté-là, elle peut bien évidemment être, j'allais dire, abordée, traitée au sein du système éducatif par effectivement une approche qui prend en compte un certain nombre de considérations d'ordre psychologique, et d'ordre psychologique dans, je veux dire, dans toute la panoplie, dans toute la palette que la psychologie offre, que ce soit les neurosciences. Personnellement, j'ai une formation de neurosciences, donc non seulement je ne la critique pas, mais je pense qu'elle est essentielle dans l'approche psychologique qu'on peut avoir, mais aussi dans l'approche clinique, dans l'approche psychopathologique. Même la psychanalyse nous a apporté des choses. Mathilde, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce réseau Entreprendre pour l'éducation et de surtout ce qui vous a motivé à le créer en janvier 2022 ? Exactement. Merci Philippine. Donc moi, je suis indépendante dans l'éducation depuis la rentrée de septembre 2020 parce que je suis passée par un programme de recherche et je me suis lancée à mon compte en me disant la recherche va hyper loin sur le sujet des neurosciences, mais le terrain est hyper loin de cette recherche. Et en fait, il y a une urgence qui était celle de la première rentrée post-premier confinement. Et donc, il fallait absolument avoir des réponses à apporter aux enseignants, au terrain, etc. Donc, je me lance, j'ai 24 ans et je suis fille d'entrepreneur. Donc, je vois l'importance d'un réseau. Mais je me dis, en fait, ça va jamais coller avec ma réalité de terrain. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une réalité de calendrier, une réalité financière où on pense que l'éducation, c'est forcément gratuit en France, etc. Il y a quand même le mastodonte de l'éducation nationale. Donc je me dis, en fait, ça n'existe pas. Donc si je crée en plus un métier qui n'existe pas, autant créer un réseau qui n'existe pas encore. Ça va mettre un peu de temps parce qu'on va vouloir vraiment le co-construire avec des entrepreneurs et basé vraiment sur l'intelligence collective. Donc on va tester plein de formats et en ligne, et on va créer des formats qui sont très connus pour les entrepreneurs comme le co-développement, qui est le moyen de déposer une problématique et de faire en sorte que d'autres entrepreneurs la résolvent. Et vraiment ce coaching entre pairs, qui pour moi était très puissant dans l'éducation parce que même s'il y a quelques experts, les choses bougent tellement vite depuis l'expérience Covid qu'en fait il y a surtout des expériences dans l'éducation. Et parce qu'on a été toqué à une porte et on s'est dit tiens, elle s'ouvre plutôt rapidement, on peut faire partager ça à d'autres entrepreneurs. À l'inverse, si on se dit non mais là c'est hyper compliqué, si on n'a pas telle chose, fais les choses dans l'ordre et tu verras, tu arriveras là où j'en suis. Évidemment, il faut porter une vision de l'éducation comme un projet commun parce que ça implique aussi de ne pas vouloir faire cavalier seul. Ça, on en reparlera du comment est-ce qu'on a fait dans le réseau pour que ce soit vraiment une vision très collective et que ça fonctionne, que chacun retrouve vraiment son dû et ce qu'il veut pour son impact. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que le projet est né, c'est de dire en fait il y a un besoin très spécifique, moi j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de me sentir hyper accompagnée dans une réalité où à l'époque on est à distance, en couvre-feu et dans les réalités du domaine dans lequel je m'embarque alors que j'ai fait Sciences Po et que j'ai pas forcément, je suis fille d'enseignante, etc. mais j'ai pas non plus tout le bagage de tous ces codes là, quoi. Donc je me dis il faut vraiment créer un nouveau vivier.
Autre particularité de vos animaux, c'est que souvent, quand on les rencontre dans la littérature jeunesse, on les utilise ou on les voit comme des avatars des humains, ou alors c'est pour parler des humains. Je pense à la ferme des animaux d'Orwell, aux fables de La Fontaine, évidemment, Maus de Spiegelman aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Vous, c'est pas pareil, c'est l'animal Pardon ? Béatrix Potter. Béatrix Potter, absolument. Les vôtres, non, ce sont des animaux. Ça, depuis que j'ai commencé à écrire sur les animaux, j'ai fait en sorte de justement me défaire de tous les réflexes qu'on a quand on écrit, dont on hérite après des siècles et des siècles de symbolisme en fait, d'animaux qu'on ne pouvait jamais trop fréquenter qu'à travers ce qu'on imaginait d'eux. Maintenant qu'on a de la science qui fait des bonds de géants, même les neurosciences qui nous permettent d'étudier ce qui se passe dans la tête d'une souris quand elle dort et qu'on voit qu'elle rêve. Tout ça, ça nous permet de les connaître et de nous rendre compte, encore une fois, que ce dont avaient eu l'intuition les enfants, mais aussi les gens qui voyaient dans ces animaux, dans les animaux des personnes, étaient très très proches de la réalité. Et donc j'ai voulu justement faire en sorte que mes animaux ne soient jamais des symboles, toujours des petites personnes dans d'autres corps, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Emma Razafin-Ralambeau et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain.